Bonjour à tous, je vous propose ce matin d'écouter l'audition de Francis Delon devant la commission des lois. Francis Delon est l'homme que François Hollande a choisi pour prendre la tête de la future commission chargée de contrôler le recours aux techniques de surveillance, c'est-à-dire la structure chargée de surveiller les écoutes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette nomination est contestée. Francis Delon, en effet, était secrétaire général de la Défense nationale jusqu'en 2014. Ses opposants lui reprochent d'avoir, à ce titre, mis en place un vaste système d'espionnage pour la DGSE, système qu'on lui demande aujourd'hui de contrôler. Le gouvernement, en effet, fait de cette future commission la pierre angulaire de sa loi sur le renseignement. En échange de moyens d'enquête accrus pour les services de sécurité, l'exécutif a promis de renforcer le contrôle de leurs activités. Jean-Marie Delarue, l'ancien contrôleur général des prisons, avait été un temps pressenti pour ce poste. Il n'avait pas caché devant les sénateurs son inquiétude sur cette future loi sur le renseignement. Voilà, tout de suite, donc, on écoute Francis Delon. Mes chers collègues, nous sommes réunis pour procéder à l'audition de M. Francis Delon, qui est le candidat proposé par le président de la République aux fonctions de président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Cette audition se déroule en application de la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l'application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Vous allez pouvoir entendre M. Delon. Je lui propose, s'il le souhaite, de commencer cette audition dans un instant par un bref exposé liminaire. Vous vous souvenez que cette Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est créée par la loi que nous venons de voter sur mon rapport et dont j'ai oublié la date, mais vous la connaissez tous. Et cette commission est dotée de pouvoirs très étendus, d'abord des pouvoirs consultatifs, mais aussi des pouvoirs de contrôle, et enfin du pouvoir pour certains de ses membres de saisir le Conseil d'État. C'est même sur ce point l'un des apports de notre discussion au Sénat sur le texte. Nous avons voulu rendre réellement effectif le contrôle du Conseil d'État sur les décisions du Premier ministre en matière de mise en œuvre de techniques de renseignement. Monsieur Delon a exercé de multiples fonctions. Il est conseiller d'État, entré au Conseil d'État en 1980. Il a exercé d'abord des fonctions au ministère des Affaires étrangères, à la direction des affaires juridiques, si mes souvenirs sont bons, au cabinet du ministre également, comme directeur adjoint du cabinet entre 1986 et 1988. Il a également été le conseiller juridique du représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York. Et puis, parmi d'autres fonctions, il a aussi, et c'est cette fonction qui lui donne le plus d'expérience directe des responsabilités qu'il pourrait être amené à exercer si nos commissions, celle du Sénat, celle de l'Assemblée nationale, donne le feu vert. Il a été secrétaire général de la Défense nationale. Et il a connu d'autres expériences qui ont encore renforcé son expérience internationale, puisqu'il a également été le patron de Radio France Internationale. Je me trompe. Oui. C'est une erreur. C'est une confusion. Comment se fait-il que je fasse cette confusion? Parce que j'étais candidat à ce poste. Ah, c'est ça, voilà. Bon, donc nous n'inscrivrons pas ce point au procès-verbal de notre réunion. Voilà. Et maintenant, Francis Delon est devant nous et je lui laisse bien volontiers la parole pour qu'il nous expose la conception qu'il se fait de cette fonction qui lui est proposée. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs.
Comme le président de votre commission vient de l'indiquer, je suis auditionné ce matin devant vous parce que, après que le vice-président du Conseil d'État m'a désigné en application de la loi pour faire partie de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le président de la République m'a pressenti pour exercer la présidence de cette commission. Alors cette commission, elle est l'une des créations de la loi sur le renseignement du 24 juillet dernier. Cette loi est le fruit d'une longue maturation à laquelle le Parlement a apporté une contribution décisive. Et je dirais que face à vous, qui en êtes les co-auteurs sur nombre de points très importants, je n'aurai pas l'outrecuidance, ni l'imprudence d'ailleurs, d'en faire l'exégèse. Je me bornerai à en énoncer les lignes de force que j'en ai retenues et qui pourraient guider mon action si je suis désigné aux fonctions de président de cette commission. La loi d'abord affirme que les services de renseignement exercent une mission de service public, elle renforce à ce titre leur légitimité et elle accroît leur capacité d'action. Elle fixe très soigneusement le cadre juridique de leurs activités en veillant à ce que ce cadre réponde à la fois aux défis auxquels ces services sont confrontés en matière de sécurité et à l'exigence de respect de la vie privée dans toutes ses composantes. Elle renforce le contrôle de l'action des services de renseignement en créant précisément cette nouvelle autorité administrative indépendante au pouvoir de contrôle accru par rapport à la CNCIS et en organisant l'accès au contrôle juridictionnel du Conseil d'État. Ce contrôle est destiné à vérifier que l'atteinte que peut porter au respect de la vie privée la mise en œuvre des techniques de renseignement est strictement proportionnée aux finalités définies par la loi qui peuvent seules justifier l'intervention des services de renseignement. C'est donc une loi de protection des libertés publiques. Et la commission de contrôle des techniques de renseignement qu'elle crée a vocation à jouer à cet égard un rôle éminent. Alors suis-je qualifié pour présider cette commission ? Pour éclairer votre jugement, je vais brièvement me présenter et vous dire quelques mots aussi du projet que j'envisage pour la Commission si je suis nommé à sa tête. Votre président vient d'indiquer rapidement les quelques étapes de mon parcours. Je rappellerai simplement quelques points. J'ai été nommé au Conseil d'État en fait en 1979. Mais j'y ai exercé pendant une durée totale de 15 ans des fonctions juridictionnelles à la section du contentieux du Conseil d'État, où j'ai été rapporteur, puis commissaire du gouvernement, et enfin président d'une sous-section, c'est-à-dire d'une chambre. Et j'ai aussi exercé au Conseil d'État des fonctions consultatives à la section des finances et à la section de l'intérieur, où je siège actuellement. Et puis j'ai par ailleurs occupé, mais Philippe Bas l'a dit à l'instant, plusieurs fonctions hors du Conseil d'État à plusieurs reprises dans ma carrière. D'abord au ministère des Affaires étrangères, dans la direction des affaires juridiques de ce ministère, au cabinet du ministre des Affaires étrangères, puis à la délégation permanente de la France auprès des Nations Unies à New York. Ensuite, j'ai exercé des fonctions au ministère de l'Éducation nationale. J'y ai été directeur chargé des affaires juridiques et de la coopération internationale et j'ai exercé les fonctions de directeur du cabinet du ministre, qui était à l'époque François Bayrou. Et plus récemment, et jusqu'en 2014, donc il y a un an, j'ai été à la tête du secrétariat général de la Défense nationale, puis du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale qui l'a remplacé. Lorsque j'ai été pressenti pour la présidence de la CNCTR, je me suis demandé si j'y étais préparé. Et il m'a semblé que tel était le cas. La fonction réclame, je crois, une expérience juridictionnelle que j'ai. Les fonctions juridictionnelles préparent en effet à la collégialité et au contrôle de proportionnalité que la Commission devra exercer pour s'assurer que les techniques de renseignement envisagées n'apportent pas une atteinte excessive aux libertés publiques et tout particulièrement au respect de la vie privée.
Elles exigent l'indépendance et l'impartialité dont la Commission et son président devront faire preuve. Le président devra aussi, me semble-t-il, avoir une bonne connaissance des enjeux de sécurité nationale, du fonctionnement des services de renseignement et des techniques que ceux-ci utilisent. Ce que l'on appelle le renseignement technique a pris une place déterminante dans la plupart des services de renseignement du monde. Une bonne compréhension de cette dimension technologique ne peut donc que faciliter l'exercice du contrôle. Mes fonctions de secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale me donnaient autorité sur l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui remplit une mission de protection des systèmes d'information de l'État et de ceux des opérateurs d'importance vitale. Ces fonctions m'ont permis d'acquérir une solide connaissance des enjeux de sécurité nationale et d'appréhender, sans être un ingénieur, la dimension technologique du cyberespace. Alors je sais que cette expérience peut faire douter certains de mon indépendance à l'égard des services de renseignement. Je veux les rassurer, connaissance ne signifie pas connivence ni complaisance. Mon indépendance à l'égard des services était complète lorsque j'exerçais les fonctions de secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. La loyauté qui me liait au Président de la République et au Premier ministre ne s'étendait naturellement pas aux services de renseignement. Et l'ensemble de ma carrière au Conseil d'État, dans les fonctions juridictionnelles et consultatives que j'y exerçais, que j'y exerce toujours, témoigne de mon indépendance. Cette indépendance, qui est la marque de cette institution, permet, vous le savez, même si le gouvernement en est contrarié, d'annuler un acte parce qu'il est illégal ou d'émettre un avis défavorable sur un projet de loi ou de règlement parce que ce projet soulève de sérieuses difficultés juridiques. Indépendance, impartialité, recherche constante de l'équilibre voulu par la loi entre la protection des libertés publiques et la protection de notre sécurité, tels sont les principes qui me guideront si je suis nommé président de la CNCTR. Alors quel est mon projet pour la CNCTR si j'en prends la présidence? Ce projet, je le veux à la fois ambitieux mais aussi pragmatique. Ambitieux parce que je veux, dès l'installation de la Commission, relever le défi que la loi a lancé, c'est-à-dire exercer, dans un champ nettement plus étendu, un contrôle renforcé par rapport à celui qu'exerce aujourd'hui la CNCIS. Il faut pour cela davantage de moyens que ceux dont disposait la CNCIS pour pouvoir traiter, dans des délais très courts qu'a fixé la loi, un flux de demandes qui va croître très substantiellement. Jean-Marie Delarue, auquel je veux rendre ici hommage pour l'action courageuse qu'il a menée à la tête de la CNCIS, a heureusement anticipé, en accord avec le cabinet du Premier ministre, la montée en puissance de la Commission en obtenant des arbitrages qui prévoient une hausse substantielle des effectifs et des moyens. La première tâche du président de la Commission devra être de s'assurer de l'obtention effective de ces moyens, de vérifier s'ils sont adaptés, de recruter de nouveaux agents dotés des compétences nécessaires, notamment juridiques et technologiques, et d'organiser, en fonction des exigences de l'urgence et du volume des demandes, le travail de la Commission et de ses agents. Un projet ambitieux parce que je souhaite tirer parti de la composition de la Commission, qui réunira des compétences éminentes, et faire de la collégialité un élément de son efficacité et de son autorité. Et le Collège sera très vite sollicité, et il le sera fréquemment, notamment dans les premiers mois, durant lesquels il devra rendre un avis sur plusieurs textes réglementaires importants, prendre parti sur l'organisation pratique du contrôle a priori comme a posteriori et commencer à bâtir la jurisprudence de la CNCTR. Ambitieux aussi parce que je souhaite, dans l'intérêt de l'efficacité de la lisibilité du contrôle, développer le dialogue de la CNCTR avec les services, notamment par des auditions des chefs de service par la Commission et par des visites de la Commission dans les services. Pour mieux être en mesure de peser en pleine connaissance de cause les avis qu'il sera amené à rendre sur les demandes d'autorisation, chaque membre de la Commission doit connaître le fonctionnement des services et les défis auxquels ceux-ci sont confrontés. Et chaque service devra connaître la Commission pour mieux comprendre les raisonnements qu'elle tient et la logique des avis qu'elle rend. Ambitieux enfin,
parce que je crois indispensable de bâtir la confiance du public sur la qualité du contrôle qu'exercera la CNCTS. Et j'attacherai notamment un soin particulier au contrôle de l'algorithme, qui nourrit beaucoup d'inquiétudes, en m'appuyant sur les compétences de la personnalité qualifiée désignée par le président de l'ARCEP et sur celles des ingénieurs de haut niveau qui vont venir renforcer les services de la Commission. Je veillerai aussi à ce que la Commission développe une action de pédagogie sur sa mission. Ce projet devra néanmoins être pragmatique. Si les capacités de la Commission doivent nécessairement et notablement augmenter, la structure doit aussi demeurer légère pour être efficace et réactive. Et comme une phase de montée en puissance que je souhaite la plus brève possible est inévitable, je concentrerai les moyens dans cette première phase sur le contrôle a priori qui doit continuer à s'exercer sans discontinuité entre la CNCIS et la CNCTR. Et au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux moyens, le contrôle a posteriori sera renforcé. La centralisation des renseignements collectés, nécessaire pour permettre un contrôle a posteriori effectif, devra être réalisée en prenant en compte les impératifs de sécurité et les capacités techniques disponibles. La possibilité de recourir davantage à des procédures dématérialisées qui offrent des garanties adéquates de protection du secret sera également attentivement étudiée. Voici les quelques éléments que je voulais vous livrer ce matin à titre liminaire avant de répondre aux questions que vous souhaiterez me poser. Merci, Monsieur le conseiller d'État. Je vais tout de suite donner la parole à ceux et celles qui souhaitent la prendre. Mes chers collègues, Monsieur le Président Sueur, Monsieur Marc, Madame Tasca. Conseiller d'État, merci pour vos propos. Nous avons été très attachés, je crois, les uns et les autres, lors du débat sur ce texte important qui a créé l'institution, à la fois sur la nécessité de disposer de tous les moyens pour lutter contre le terrorisme et donc d'être très efficace en termes de renseignement. Et deuxièmement, de préserver et de défendre les libertés publiques. Et ça a été un équilibre, c'est un équilibre qu'il n'est pas facile d'atteindre, mais auquel nous sommes, je crois, très largement attachés. Dans ce contexte, je voulais simplement vous demander, vous avez dit votre indépendance, et je crois en effet que les fonctions exercées antérieurement n'appellent pas de commentaires par rapport à l'indépendance, évidemment. Vous avez lu le dernier rapport de la CNCIS qui fait état du fait qu'un quart des avis défavorables rendus par cette instance n'ont pas été suivis par le gouvernement, ce qui était d'ailleurs le droit absolu du gouvernement, un droit régalien. Vous serez dans un nouveau contexte où il sera possible de saisir le Conseil d'État, eu égard à des considérations qui tiennent en particulier à l'urgence. Je pense que vous aurez l'occasion de le faire le cas échéant, que vous ne vous priverez pas de le faire, vous et vos collègues. Une préoccupation était apparue quant à la capacité de l'institution, la CNCTR, à disposer de l'ensemble des renseignements dont elle a besoin de manière facile, puisque il y aura forcément dispersion des dits renseignements. Donc la question a été posée, elle a même été posée publiquement. Je vais vous demander votre appréciation à cet égard. Il est certain que la question des moyens dont vous disposerez est tout à fait importante. Enfin, vous savez que nous avons pu obtenir au Sénat que le ministre de la Défense s'engage à ce que la CNCTR puisse avoir accès à ce qui s'appelle BND, qui est la plateforme nationale de décryptage ou de décryptement, je ne sais pas comment l'on dit exactement, qui dépend de la DGSE, mais qui est mutualisée entre les services de renseignement. Je pense qu'il s'agit là d'une nouveauté, puisque jamais aucun gouvernement n'avait fait une telle déclaration. Je voulais savoir
Si vous comptiez utiliser cette possibilité, je pense que vous le ferez. Mais j'ai une question accessoire à ce sujet, et je termine, Monsieur le Président. Vous savez que suite à la décision du Conseil constitutionnel par rapport à qui a annulé, qui a déclaré qu'une partie de la loi relative aux opérations extérieures n'était pas conforme à la Constitution. Une proposition de loi a été déposée qui sera examinée, je crois, sous très peu de temps par l'Assemblée nationale. Je voulais vous demander, je n'ai pas vous demander ce que vous pensez de la loi, parce que la loi c'est là, mais quelle est votre appréciation quant au contenu de cette proposition de loi? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Marc. Merci, Président. Monsieur le conseiller d'État, vous avez évoqué la nécessaire hausse des moyens parallèle à la montée en puissance de votre commission, mais au-delà des mots, est-ce que nous avons la certitude d'avoir ces moyens-là et quelle sera leur traduction réelle? Merci, cher collègue. Madame Tasca. Oui, Monsieur le conseiller d'État, une question un peu marginale, mais pour compléter la présentation que vous avez faite vous-même de votre parcours, vous n'avez pas du tout évoqué les diverses collaborations que vous avez eues avec le ministère de la Culture. Et je pense en particulier à votre présence à la BNF, ce que vous avez fait longuement dans la commission de classification des films. Je crois que vous avez travaillé aussi sur le réseau des multiplexes. Je voudrais savoir ce que ces différents passages ont apporté à votre réflexion, puisqu'il se trouve que ce sont quand même des champs dans lesquels l'éventuelle dualité entre liberté et nécessaire ordre pour l'intérêt général sont des questions naturelles aussi. Merci, chers collègues. Monsieur Jean-Yves Lecomte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller d'État, deux questions. La première, un peu dans la foulée de la réponse que vous avez faite à l'Assemblée nationale sur la capacité de la CNCTR de saisir le Conseil d'État en cas d'avis défavorable. Votre réponse, en fait, concentre les motivations que la CNCTR pourrait avoir à recourir au Conseil d'État si le Premier ministre autorise, malgré un avis négatif de la Commission, à finalement la qualité de l'argumentation du Premier ministre. Est-ce que vous évacuez absolument tout ce qui pourrait vous conduire à douter de l'utilité de cette intrusion à la suite des premières démarches des services qui l'auraient faites? Est-ce que vous vous concentrez vraiment sur cette motivation du Premier ministre? La deuxième, c'est une question sur les moyens, parce que j'ai noté aussi que dans l'audition à l'Assemblée nationale, vous avez donné des chiffres qui finalement sont pas énormes, parce qu'il s'agit d'un budget multiplié par 4, enfin multiplié par 4 quand on est à un peu plus de 100 000 euros, ou un peu plus de multiplication par 2 en termes d'effectifs, mais on était à 7, dont aucun ingénieur à la CNCIE jusqu'à 2014. Est-ce que compte tenu de tout ce que vous avez à faire, parce qu'il n'y a pas que les interceptions téléphoniques, il y a tout le reste, il y a les conservations de durée qui sont différentes, il y a un contrôle a priori et a posteriori, les algorithmes. Finalement, on peut comprendre qu'il y a une montée en puissance nécessaire, parce que les compétences n'arriveront pas d'un seul coup. Mais est-ce que, finalement, lorsque vous présentez globalement le projet, on y adhère? Toutefois, cette multiplication par 4, j'imagine que c'est le début d'une montée en puissance, parce que compte tenu de tout ce qu'il y a en termes, toutes les compétences de la CNCTR, ça ne peut pas s'arrêter là, et en particulier en termes de compétences techniques. C'est pas avec 400 000 euros que vous pourrez avoir des ingénieurs capables de comprendre ce qui se passe. Je vous remercie, chers collègues. Je vais ajouter quelques questions aux vôtres. Tout d'abord, Monsieur le conseiller d'État, pour vous dire que le Sénat s'est montré dans la discussion particulièrement attaché au contrôle parlementaire. C'est d'ailleurs à son initiative, sur ma proposition et celle du président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères, M. Raffarin, que la loi organique a été modifiée pour que nous puissions
auditionner la personnalité pressentie pour exercer les fonctions de président. Je voudrais vous demander, premièrement, quelles sont les relations que vous souhaiteriez nouer avec la délégation parlementaire au renseignement? Et deuxièmement, puisque nous avons 4 parlementaires présents dans la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, mais que nous avons souhaité différencier les rôles des membres de cette commission, comment vous comptez faire vivre cette collégialité à 2 étages au sein de cette institution que vous pourriez être amené à présider? Enfin, je voudrais, c'est dans un autre ordre de domaine, vous demander si vous souhaitez établir dès le départ le programme des contrôles sur place des services de renseignement en matière de contrôle a posteriori et quelle étendue vous comptez donner à cette partie de la mission de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Vous avez la parole. Je me permets de vous signaler, et pourrait y avoir un rebond si tel ou tel de nos collègues veut poser à la suite de vos réponses une autre question, que nous n'avons que jusqu'à 10h moins 5. Voilà, vous avez la parole. Je vais être discipliné en termes d'horaire, bien sûr. Monsieur le Président, si vous le permettez, je vais peut-être répondre aux questions dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. Certaines de mes réponses vont se recouper avec d'autres questions, puisque certains thèmes sont communs à ces questions, et donc je le mentionnerai à chaque fois. La question des moyens. Alors, Monsieur Sueur, vous l'avez évoqué, Monsieur Marc, vous l'avez également évoqué, et Monsieur Lecomte, je crois, là oui, vous l'avez également mentionné. Alors, c'est une question évidemment très importante, car de quoi parlons-nous ici? Nous parlons de l'effectivité du contrôle. Qu'est-ce que la loi a voulu? La loi a voulu donner plus de moyens aux services de renseignement, une légitimité accrue. Ils ont une loi, si je puis dire. La contrepartie, c'est plus de contrôle. Et c'est un élément tout à fait clé. Donc il faut s'assurer que c'est le cas. Alors ce qui est prévu aujourd'hui et ce qui a été négocié par Jean-Marie Delarue, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une montée en puissance qui fera passer les effectifs selon les arbitrages qui ont été rendus, que je connais pour l'instant encore partiellement, mais enfin j'en connais les grandes lignes. C'est de faire passer ce qu'on appelle les équivalents temps plein de la Commission à 18 d'ici la fin de 2016. Et de voir les crédits d'investissement et de fonctionnement augmenter d'une façon très significative pour permettre précisément les missions de contrôle a posteriori qui pourront être exercées et pour permettre aussi peut-être à la Commission de se doter de moyens techniques plus développés. Alors, Jean-Marie Delarue a estimé, je lui ai parlé, que ces arbitrages correspondaient aux besoins, dont je lui fais confiance, puisqu'il avait une vision que je n'ai pas pour l'instant sur effectivement ce que fait la Commission. Mais bien évidemment, et c'est un point qui me paraît essentiel, la loi dit que la Commission doit disposer des moyens nécessaires. Donc il y a là une clause d'inventaire qui est à faire. Et très rapidement, la Commission et le président de la Commission devront vérifier si ces moyens sont adaptés, s'ils sont suffisants. Donc je crois que oui, la volonté du gouvernement et du Premier ministre est de donner à la Commission ces moyens. Le Premier ministre l'a dit clairement dans les débats parlementaires, et je n'ai aucune raison de douter de la volonté du gouvernement d'aller dans ce sens. L'intérêt du gouvernement et du Premier ministre, c'est qu'il y ait un contrôle effectif. Je rappelle que la loi fait peser clairement la responsabilité politique sur le Premier ministre. Tout Premier ministre, quel qu'il soit, aura à cœur, c'est son intérêt politique, de veiller à ce que le contrôle soit bien rempli. Donc je n'ai pas de doute là-dessus. Juste un mot pour vous dire, nous avons profondément remanié le texte du gouvernement sur ces questions. Le président de la Commission est le patron. C'est lui qui recrute. Si vous estimez un jour, en tant que président de la Commission, que vous n'avez pas les moyens nécessaires, le Parlement, et en particulier le Sénat, seront naturellement à vos côtés.
Et compte tenu de l'indépendance de cette fonction que vous exercez, nous souhaitons, je parle au nom de mes collègues, que vous n'hésitiez pas à nous faire part des difficultés éventuelles que vous pourrez rencontrer, si toutefois le raisonnement très logique de responsabilité que vous venez de nous présenter à l'égard du gouvernement ne donnait pas son plein effet. Je vous en remercie. Enfin, je ne voudrais pas que mes paroles soient prises pour de la naïveté. Encore une fois, nous verrons comment cela se passe à l'usage. En tout cas, je n'ai pas d'inquiétude sur la capacité que la Commission aura d'obtenir des moyens. Voilà. Et je veillerai, bien sûr, si je suis nommé président de la Commission, à ce que ces moyens soient effectivement détenus par la Commission. Alors, la question de l'avis défavorable que vous avez également posée, Monsieur le Président Sueur, quand on regarde sur le long terme l'histoire de la CNCIS, il y a très peu de cas dans lesquels cette commission n'est pas suivie, très peu de cas. Il y en a eu quelques-uns dans la période récente, plus statistiquement que d'habitude, c'est souligné par le dernier rapport de la CNCIS. Je ne suis, en tout cas, j'indique qu'il n'est pas souhaitable qu'il y ait de nombreux avis défavorables. Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles chacun prend ses responsabilités. Et ce n'est pas la Commission qui décide. Elle donne un avis, elle donne son avis en son âme et conscience, mais pour des raisons qui relèvent de la responsabilité du Premier ministre, il peut y avoir des cas où le Premier ministre n'est pas de cet avis. Et la Commission peut maintenir sa position, et elle peut la maintenir et aller jusqu'à la saisine du Conseil d'État si elle estime qu'en dépit des explications données, je rappelle que si le Premier ministre n'est pas d'accord, il doit expliquer pourquoi, il doit donner les motifs à la Commission très vite, eh bien la Commission pourra saisir le Conseil d'État. C'est une innovation qui est apportée par la loi. Et cette saisine du Conseil d'État, à mon sens, la Commission doit l'exercer sans crainte et sans main tremblante, si c'est nécessaire. Elle le fera, je n'en doute pas. Dans le même temps, je ne voudrais pas que l'épicentre du contrôle bascule du côté juridictionnel, parce que ça ne serait simplement pas gérable. Le temps du contrôle juridictionnel n'est pas le temps du contrôle exercé par une autorité administrative. Il est essentiel que les deux se conjuguent et se confortent. Voilà ce que je voulais indiquer là-dessus. À propos de la saisine du Conseil d'État, j'en profite pour répondre à une question que M. Lecomte a posée tout à l'heure. Elle pourra s'exercer, je vous le confirme, M. Lecomte, non pas seulement dans ces cas-là, mais elle pourra s'exercer si, alors que la Commission a autorisé la mise en œuvre d'une technique de renseignement, elle s'aperçoit que cette technique n'est pas utilisée à bon escient. Elle demandera alors au Premier ministre de corriger le tir, si vous me passez l'expression, de faire cesser cette opération. Et si elle n'a pas satisfaction, elle pourra saisir le Conseil d'État, oui. Je pense que cette situation-là existe. Donc ce n'est pas uniquement dans l'hypothèse où il y aurait un désaccord ab initio au stade du contrôle a priori entre le Premier ministre et la Commission que cette saisine pourrait avoir lieu. Donc je vous confirme, en effet, ça n'est pas limité à cela. Monsieur le Président Sueur, vous avez évoqué également l'accès de la Commission à la plateforme utilisée pour centraliser les éléments de renseignement recueillis. Je note là-dessus les déclarations très précises que dans le débat parlementaire, M. Le Drian, le ministre de la Défense, a faites. Le gouvernement s'est engagé. Je crois savoir qu'aujourd'hui même, cet accès existe de la part de la CNCIS. Donc c'est un point qui me semble très clair. C'est un point également qui est indiqué d'une façon précise par les deux propositions de loi qui ont été déposées sur le contrôle international. Vous avez mentionné également ce point, Monsieur le Président. Donc la Commission, évidemment, fera usage de cet accès et d'une façon générale, je dois le dire, je souhaite que la Commission exerce la plénitude des compétences que la loi lui a données. Elle a été créée pour ça. Donc elle exercera, bien entendu, son droit d'accès à cette plateforme. Alors la surveillance internationale, on est ici dans
dans le registre de quelque chose que le Parlement n'a pas encore adopté, mais qu'il a proposé pour faire suite à la décision du Conseil constitutionnel qui a 10 juin, qui a déclaré inconstitutionnelle la disposition de la loi sur la surveillance internationale. Alors quand je regarde les deux textes qui sont assez proches, celui de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, avec quelques nuances, je constate d'abord qu'on est en présence de dispositions nettement plus développées que celles qui figuraient dans la loi soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Et pour cause, me direz-vous, puisque la censure du Conseil constitutionnel a porté sur le fait que le législateur n'avait pas exercé la plénitude de ses compétences. Il fallait donc, effectivement, aller plus loin. Donc on a des précisions qui sont apportées. Je note également que, désormais, et c'est une innovation par rapport à la loi de 1991, les opérations qui se déroulent en dehors du territoire, dans ce domaine-là, l'opération internationale, seront contrôlées, d'abord autorisées par le Premier ministre, c'est dit clairement, et contrôlées par la Commission. Alors ce contrôle s'exerce selon des modalités particulières. La Commission a un accès complet, si j'ai bien lu les propositions de loi, a un accès complet aux techniques et aux renseignements collectés. Elle n'exerce pas cependant un contrôle a priori. Elle se prononce a posteriori et elle peut faire des recommandations au Premier ministre pour lui demander de faire cesser telle ou telle surveillance. Donc c'est un texte dont le Parlement est saisi. Je dirais que c'est un texte dont, à mon sens, la Commission, lorsqu'elle sera constituée, devra également débattre et sur lequel elle devra se faire un avis. Et si le Parlement la consulte, s'il estime devoir la consulter, elle donnera évidemment son avis. Donc, tout cela pour vous expliquer que je m'exprime avec une certaine prudence ce matin. D'abord, c'est un texte qui émane du Parlement, et c'est un texte sur lequel la Commission peut être amenée à être consultée. Donc, je n'en dirai pas loin, je me bornerai à ces remarques, mais si le Parlement estime devoir consulter la Commission, elle s'exprimera pour aider le Parlement, comme l'a fait d'ailleurs la CNCIS précédemment, lorsque la loi sur le renseignement a été élaborée et discutée au sein du Parlement. Mais je dirais que globalement, ce texte va dans le bon sens. Les questions que la Commission pourra se poser, c'est est-ce que les modalités de son contrôle sont totalement adéquates? Voilà la question principale qu'elle devra se poser. Mais je préférerais que ce soit elle qui le dise, plutôt qu'une personne qui aujourd'hui n'est rien, sinon pressenti pour exercer la présidence de cette commission. La collégialité dont je parlais tout à l'heure, elle a son sens, à mon avis. Donc je préférerais que le président ne préempte pas ce que pourrait être, futur président, le cas échéant, ce que pourrait être l'exercice de cette collégialité. Monsieur Marc, vous avez effectivement parlé des moyens. J'espère avoir répondu aux questions posées sur ces moyens. Madame Tasca, Madame la Ministre, vous avez évoqué le ministère de la Culture que vous avez dirigé. Vous avez raison, je n'ai pas mentionné le ministère de la Justice parce que je n'y ai jamais exercé de fonction autre que ponctuelle. Je n'ai jamais été détaché au ministère de la Justice, au ministère de la Culture, pardon. Mais j'ai travaillé à plusieurs reprises pour le ministère de la Culture. Vous avez une mémoire parfaite des choses. J'ai siégé au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale. Je l'ai fait pendant quelques années sous la présidence de M. Jeannet et je l'ai fait aussi par goût des affaires culturelles qui m'ont conduit à travailler à plusieurs reprises pour le ministère de la Culture. J'ai présidé pendant plusieurs années la commission de contrôle des œuvres cinématographiques, qu'on appelle souvent la commission de censure, mais qui n'est pas du tout une commission de censure parce qu'elle ne censure rien. Il n'y a plus de censure en France en matière cinématographique depuis longtemps. Et effectivement, dans cette commission, que fait-on? On voit des films et on délibère. C'est une commission au nombre de membres importants, où siègent des professionnels, où siègent des défenseurs de la jeunesse, où siègent des représentants des administrations. Et l'objet de cette commission, c'est de veiller à ce que les films qui sont projetés soient destinés au public
aptes véritablement à les voir. Autrement dit, en l'occurrence, ce qu'on protège, ce sont les jeunes, c'est la jeunesse. Éviter qu'un film très violent, qu'un film à un contenu sexuel fort ne puisse être vu par des enfants. Voilà ce que fait la Commission. Donc elle en débat. C'est un débat très riche, parfois conflictuel, et ça ne vous surprendra pas compte tenu de ce que je viens de dire sur la composition de la Commission, et qui aboutit finalement à une position ensuite qui est admise par tout le monde. Et le rôle du président, c'est d'animer cette maïeutique. Oui, alors d'une certaine façon, même si le domaine est très différent de celui des techniques de renseignement, il y a là-dedans un apprentissage de cette manière de procéder. Et par ailleurs, pour le ministère de la Culture, j'ai également fait pour Madame Trottmann, à sa demande, un rapport sur les multiplexes. Un sujet, on est aussi dans le domaine du cinéma, c'est un sujet qui a beaucoup mobilisé les exploitants en matière de cinéma et qui craignaient à juste titre que l'extension des multiplexes ne vienne mettre en cause l'activité, notamment des salles d'art et essai, et peut-être mettre en cause, au-delà de l'activité des salles d'art et essai, la production cinématographique de qualité. Donc il a fallu trouver des aménagements qui permettent de répondre à ces préoccupations. C'est effectivement ce que j'ai essayé de faire dans le cadre de ce rapport. Monsieur Lecomte, vous avez, je pense avoir répondu à vos questions sur la saisine du Conseil d'État et également sur les moyens. Si ce n'est pas le cas, je suis prêt à compléter ces réponses. Monsieur le Président, Philippe Bas, alors vous avez parlé du contrôle parlementaire. Il s'exerce, vous l'avez dit, effectivement ce matin. Il s'exerce ce matin au Sénat. Il s'exercera cet après-midi à l'Assemblée nationale par l'audition que j'aurai devant la Commission des lois. Les relations de la future commission avec la délégation parlementaire au renseignement, la loi le prévoit. La loi elle-même prévoit que la commission, le président de la commission peut être auditionné par la délégation parlementaire au renseignement. Il va de soi que la commission se prêtera à cet exercice, car je crois qu'il y a en fait deux registres qui se complètent parfaitement bien. Le contrôle politique qui est exercé par le Parlement, notamment par la délégation parlementaire au renseignement, qui a un accès désormais très large, d'ailleurs encore accru par la loi qui a été votée en juillet dernier, à tout ce qui est fait en matière de renseignement. Et d'autre part, la commission de contrôle qui, elle, a un rôle beaucoup plus restreint, qui est celui de s'assurer que les techniques de renseignement que les services souhaitent mettre en œuvre sont conformes à la loi et n'apportent pas une atteinte excessive aux libertés. Donc il y a entre les deux, me semble-t-il, des domaines d'action tout à fait complémentaires, et je souhaite, pour ma part, que le dialogue avec la délégation parlementaire au renseignement soit particulièrement nourri. Alors, la particularité de la Commission, c'est qu'elle comporte, comme la CNCIS d'ailleurs, des parlementaires, il y en aura 4. Je ne connais pas encore le nom de ces parlementaires, je crois qu'on le connaîtra bientôt, les présidents des deux assemblées vont les désigner, mais leur présence, qui a été débattue, si j'ai bien compris, aussi bien par l'Assemblée nationale que par le Sénat, faut-il qu'il y ait des parlementaires, quel doit être leur nombre, la loi a tranché, c'est une richesse dont la Commission devra faire le meilleur profit, c'est-à-dire que ces parlementaires qui, je l'imagine, n'auront pas la même disponibilité que les autres membres de la Commission, mais ces parlementaires doivent apporter au sein de la Commission leur vision d'élus du peuple, avec la légitimité que cela leur donne, et prendre un recul que peut-être, spontanément, dans le travail quotidien, on n'a pas toujours. Donc moi, je trouve que c'est une garantie pour la Commission, c'est une garantie pour le fonctionnement démocratique de la Commission et pour le bon exercice des compétences que la loi lui a données. Et je dois dire, Monsieur le Président, que je n'arrive pas à relire ce qu'est votre dernière question. Et vous allez certainement me... Souhaitez-vous établir dès le départ un programme des contrôles sur place des services de renseignement en matière de contrôle a posteriori? Merci beaucoup. En tout cas, le contrôle, à mon sens, ne se conçoit que s'il est à la fois a priori et a posteriori. C'est la condition de l'effectivité du contrôle. Jean-Marie Delarue l'a parfaitement bien expliqué, notamment dans le dernier rapport de la Commission. Je souscris totalement à ce qu'il dit. Donc oui,
un programme de contrôle devra être établi. La Commission en discutera. Nous verrons comment ce programme de contrôle peut se conjuguer avec la montée en puissance que j'indiquais tout à l'heure et la phase de transition que j'évoquais. Mais le contrôle, a priori, est absolument indispensable et nous veillerons effectivement à instituer un tel programme. Monsieur le Président Mézard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Conseiller d'État, vous venez de dire que vous souscriviez totalement aux conclusions du rapport qu'a fait le président de la rue. J'ai auditionné il y a quelques jours, en tant que rapporteur de la commission d'enquête sur les autorités administratives dites indépendantes, le président de la rue, qui nous a exposé qu'il n'avait pas souhaité présider la nouvelle commission, compte tenu des réserves de fonds qu'il avait exprimées. Donc je pense que vous ne devez pas partager ces réserves de fonds, sinon vous ne seriez pas là ce matin. Et il nous a rappelé que récemment, le gouvernement était passé outre à 2 avis de l'actuelle commission. Si cela se reproduisait régulièrement, quelle serait votre position ? Merci, Monsieur le Président. Je clarifie peut-être ma position sur ce que vous venez de dire. Effectivement, si j'ai accepté d'être président de cette commission, en tout cas d'être proposé pour la présidence de cette commission, c'est parce que je souscris globalement à ce qu'a fait la loi sur le renseignement. Je pense qu'il faut avoir, sur l'application de cette loi, une attitude de grande vigilance. Vigilance pour s'assurer que les moyens, on en a parlé longuement tout à l'heure, sont au rendez-vous, que la Commission est capable de remplir son office et d'exercer un contrôle effectif. Il me semble que les conditions sont réunies pour que ce soit le cas. Les conditions juridiques et les conditions politiques. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être pressenti pour ce poste de président de la Commission. Je n'aurais évidemment pas accepté de présider une commission alibi. Vous le comprenez bien, chacun peut le comprendre. C'est parce que je crois que la Commission pourra remplir ses fonctions. Mais ceci étant, la vigilance est de mise. Il faudra s'assurer, et ce sera sans doute une vigilance de tous les instants, que les moyens sont là, les moyens de toutes sortes. On a parlé tout à l'heure des moyens matériels ou des moyens en agents. Mais il faudra aussi s'assurer que, par exemple, la Commission a un accès effectif au renseignement, ce qui suppose une organisation, ce qui suppose des procédures. Et j'ai noté avec satisfaction que la loi prévoit que sur ces procédures, la Commission est consultée. Donc je peux vous dire qu'elle veillera à ce que ces procédures permettent effectivement que ce contrôle effectif soit exercé. Sur les avis, je me suis exprimé tout à l'heure, je crois que si la Commission n'est pas suivie, elle a la possibilité de saisir le juge administratif, le Conseil d'État, et elle le fera si elle estime que la divergence est d'une nature qui justifie que le contrôle juridictionnel s'exerce. Je n'ai aucun état d'âme à dire cela devant vous. Ce n'était d'ailleurs pas le cas pour la précédente instance et le président sera doté du pouvoir propre de saisir pour son propre compte, mais aussi 3 membres seulement sur les 9, ce qui devrait pouvoir se trouver s'il y a un doute sur une décision du gouvernement, pourront saisir le Conseil d'État. Mes chers collègues, avez-vous pu poser à M. Delon toutes les questions que vous souhaitiez lui poser? Monsieur Richard. Puisque nous sommes à la fin, moi je voudrais plutôt adresser une recommandation amicale à Francis Delon, dont j'espère la nomination. Les services que l'instance aura comme fonction de contrôler ont ce que j'appellerais une épaisseur hiérarchique. Et les fonctions que vous avez exercées vous ont placé
tout en haut de cette hiérarchie. C'est pas facile pour la Commission, pour ses membres, d'arriver à dialoguer avec les agents de base des services. Mais à mon avis, il faut tout faire pour y arriver, parce que c'est la vraie condition de la réussite. Vous avez enregistré cette recommandation, souhaitez-vous Je l'ai faire un enregistré, Monsieur le commentaire? ministre. Non, mais Monsieur Richard a présenté ça comme une recommandation, je la prends comme telle et je l'en remercie. Très bien. Mes chers collègues, nous aurons à procéder à notre vote sur cette candidature cet après-midi à 16h30. Ce vote précédera l'audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui aura 2 volets, cette audition. D'abord sur le projet de loi relatif aux droits des étrangers en France, dont M. Buffet est le rapporteur, et ensuite sur le dispositif exceptionnel d'accueil des réfugiés, dont le rapporteur est M. Buffet. Je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure. Et je remercie bien sûr M. Delon d'avoir répondu dans le détail à nos préoccupations. Voilà, vous avez donc pu suivre l'audition de Francis Delon devant la commission des lois. Francis Delon est le candidat choisi par François Hollande pour diriger la future commission chargée de surveiller les écoutes.